Alors, ça en est où le Rent to Repay? Et ben, ça y est, on a l'épisode 3, c'est bientôt fini. L'objectif, c'est de livrer avant la fin de la semaine. Et là, j'allais tout simplement m'attaquer au testbook, faire un dernier tour, voir que tout fonctionnait. Enfin, testbook, il faut que je le crée parce que j'avais écrit les tests et au fil du temps, tout a évolué. Enfin, bref, si je fais cette dernière vidéo, c'est tout simplement pour vous présenter mes dernières avancées. Pour moi, il est quasiment fini. Il y a aussi des endroits de doute. Enfin, vous verrez au cours de la vidéo, je vais vous présenter le code. Comme ça, vous comprendrez la logique. Et par où commence un bon petit code? Et ben, par les librairies. Alors, Access Control, c'est tout simplement la librairie qui va définir les rôles et savoir quelle fonction publique peut être appelée par quel type de wallet. Enfin, tout simplement, c'est un système de whitelistage ou autre. Donc, opérateur pour faire entre guillemets de l'entretien, emergency, voilà, pour mettre un gros coup de frein pour freiner d'un coup s'il y a un souci, et admin pour remettre en état par exemple ou changer quelques adresses qui peuvent être sensibles, on va dire. Ensuite, deuxième librairie, ligne 5, Posable. Voilà, librairie assez simple qui permet tout simplement de mettre le smart contract en pause, oui ou non. Elle est ligne 6, IERC20, je vais pas le redéfinir, je pense que si vous regardez cette vidéo, et de toute façon je vous invite à aller suivre les vidéos où je lis des contrats en Solidity. Il y a une vidéo juste en haut qui s'affiche, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Alors ligne 7, on a interface rmm.sol. Alors ça, c'est une simulation du RMM que j'ai fait en local pour pouvoir faire des tests. On ira voir rapidement comment ça fonctionne parce que de toute façon, j'en ai besoin pour faire mes tests en local, voilà, pour simuler l'appel à la fonction repay du RMM. J'ai fait au plus simple. Et ensuite, il y a la petite librairie Ardat qui est tout simplement une console pour faire des logs de debug. Et voilà, ça m'a aidé, mais il faudra que je les supprime. Voilà, et le Rent to Repay, maintenant, c'est fini. On passe au YAM. Alors, pourquoi passer au YAM? Bah, vous le voyez, il y a des librairies que je n'ai pas intégrées. Et je vais vous les expliquer. Il y a celle-là, UUPS, Upgradable. Tout simplement, la librairie qui permet d'avoir ce système de proxy, d'avoir une adresse mère, et après de changer les versions V1, V2, V3. Et il y a aussi cette librairie, Retency Guard Upgradable. Alors, j'ai pas trop compris à quoi elle servait. Quand je fais des recherches, c'est un peu la librairie qui permet de ne pas appeler une fonction avant sa fin. Enfin, tout simplement, elle est exécutée une fois et personne d'autre peut l'appeler. C'est ce que j'appelais avant ce système de mutex ou de lock. Et c'était tout simplement pour prévenir l'attaque temps réel. Et quand vous l'expliquez rapidement, c'est par exemple si je reprends Miro, on va le voir après, il y a un transfert, mais l'utilisateur par exemple, il a ses 10 USDC qui sont voilà, ses loyers qu'il reçoit tous les lundis. Par exemple, dans ce cas, l'utilisateur, on voit qu'il a 50 USDC et on va dire que c'est les 50 USDC qui touchent de façon hebdomadaire. Et ok, il a aussi une dette, par exemple de 100 dollars, et il a autorisé un remboursement hebdo de 50 USD. Donc ces 50 USD vont être rapatriés dans le binaire Rent to Repay. Quand je dis binaire, je parle du smart contract. Et une fois que c'est à l'intérieur, voilà, on ne peut pas les déplacer sauf s'il y a une fonction qui a le contrôle. Et via un enchaînement, par exemple, de fonctions, on peut les rapatrier, puis appeler une fonction extérieure, par exemple le repay du RMM. Et pourquoi je vous parle du YAM? Tout simplement parce que dans le YAM, il y a aussi ce système de transfert. Quand vous voulez acheter, que ce soit des USDC ou par exemple des tokens d'une propriété, enfin, ils ne sont pas rapatriés en plus, c'est un peu différent parce que là, ils sont directement envoyés via la fonction transfert, donc du wallet qui a fait l'annonce, vers le wallet acheteur. Or, le problème avec la fonction repay, on va aller voir, elle peut pas être appelée par quelqu'un d'autre. Le problème de la fonction repay, dans le cas du RMM, c'est qu'elle ne peut pas être déclenchée à distance, il n'y a pas de transfert. Regardez, je vais vous expliquer, ça va être plus simple. Voilà, ce que vous voyez là, Buyer Token Interface et Offer Token Interface, vous voyez que c'est transféré d'un coup. Celui qui appelle la fonction, le sender, il transfère tout simplement son Buyer Token Amount. Je vais prendre le cas où c'est l'USDC, voilà, c'est pas deux propriétés qui sont échangées, même ça pourrait être le cas. Et le propriétaire, ces tokens sont sur son wallet et vont directement sur son wallet. Et pareil dans l'autre sens. En fait, là, comme il y a un transfert, comme il y a un transfert from et qu'on peut entre guillemets manipuler directement les tokens du wallet qui a déposé l'annonce, tout simplement parce qu'il a fait un approve en anglais ou approval en anglais, et ben là, on peut rapatrier par exemple le token qui est en vente pour le mettre sur sur le wallet de l'acheteur. Autant pour moi. Voilà, on quitte le YAM et on va aller voir tout simplement la fonction Execute Repay. Voilà, la fonction qui est utilisée quand vous remboursez tout simplement sur le RMM. Quand on prend la fonction Repay, on voit qu'il y a un on behalf on, off, autant pour moi, qui est tout simplement je rembourse pour cette adresse. Cette adresse qui est au préalable, bien sûr, une dette sur le RMM. Vous voyez qu'il y a une adresse asset qui est tout simplement le token, par exemple, emprunté, par exemple des USDC, et l'amount, le montant à rembourser. Sauf que l'adresse qui va appeler cette fonction, qui va la signer, elle doit avoir, dans le cas des USDC, les USDC sur son wallet. Voilà, une fois qu'on est dans Repay, ça va dans une interface, je suppose que c'est une machine à état ou autre, et ça appelle Execute Repay, qui en fait est tout simplement une fonction. Bon, ça va juste faire des vérifications entre guillemets en amont pour simplifier.
Ouais, et que ce soit dans le cas où vous utilisez des A-tokens ou le token natif, entre guillemets, l'USDC, plutôt le token initial qui était déposé en collatéral, vous voyez on voyait qu'en fait, c'est toujours l'adresse du sender qui est appelée. Donc c'est l'adresse de l'appelant. Voilà, sender, je pense que si on devait le traduire, ce serait appelant de la fonction. Et quand on revient à notre petit schéma, si vous êtes toujours là, et ben en fait l'appelant là ce sera la fonction rent to repay parce que les USDC vont être rapatriés puis appelés. Pourquoi je vous parlais tout simplement de la signature haute rapidement? Tout simplement parce que l'utilisateur a configuré un mode a configuré le mode rent to repay, l'auto-remboursement entre guillemets. Donc lui il va rien signer, il part en vacances, il est plus là. Donc celui qui va signer les transactions, c'est le runner et c'est pour ça qu'il faut rapatrier et après depuis le rent to repay. Après, vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est comme un labyrinthe, une fois que les USDC sont dans le binaire, ils peuvent pas sortir quoi. Mais surtout, pourquoi il faut une fonction de mutex ou de lock? C'est tout simplement pour que l'utilisateur ne soit pas prélevé deux fois du même montant. Alors dans ma compréhension, quand il y a un transfert, il faut faire un bloc. Voilà, on appelle une fonction dans une fonction, il faut attendre un tour de clock entre guillemets. Voilà, je vous fais un schéma, ça sera plus simple. Ce que vous avez en haut, 0, 1, 2, c'est le numéro des blocs, et A, c'est les exécutions. Plutôt le runner qui va exécuter la fonction rent to repay. Donc on est entre le bloc 0 et 1, et par exemple, il appelle à ce moment-là la fonction rent to repay. Pour moi, la demande de transfert, elle va se faire là, et donc voilà, et le transfert sera effectif en fait seulement au point 2. Donc je l'ai appelé transfert A pour T2A. Le problème, c'est que si B appelle entre bloc 1 et 2, il ne faudrait pas que ça soit faudrait pas que ça soit transféré deux fois dans le smart contract. Alors peut-être je me trompe et tout est compacté, mais le problème, je n'ai pas encore testé le temps réel, on va dire. Tout simplement parce que je fais ça en ligne de commande, même si je peux en appeler deux. Et je me suis aperçu qu'en fait, il y avait quasiment un bloc toutes les secondes en hard hat. Alors peut-être que je peux changer la clock pour passer à 5 secondes comme sur Neosis, je sais pas du tout. Allez, on passe au code parce qu'en fait j'ai parlé, j'ai pas avancé. Les rôles, je vais pas les définir. Voilà, ça c'est juste du hash pour pas avoir du string à gérer. Voilà, pour pas avoir une chaîne de caractères à gérer. Ensuite, il y a une structure token pair. Alors c'est assez simple. C'est tout simplement un token associé à son dep token. Alors pourquoi faire ça? Je l'ai fait aussi dans le sens où peut-être qu'un jour, voilà, il y aura d'autres stablecoins qui pourront être déposés en collatéral et emprunter, par exemple, je sais pas moi, le REUSD, pourquoi pas l'USDT, à voir, enfin, c'est pas la question. Vous voyez qu'ensuite il y a une interface du RMM que je fais moi-même. Donc elle est assez simple, je vais vous la montrer. Elle est où? Elle est là. Pareil, quand il y a le préfixe mock, alors pareil, vous savez quoi? On va regarder les fichiers un peu. Dans l'arborescence, il y a le contract, il y a les interfaces. En gros, l'interface, c'est comme le header en C, voilà, c'est juste la déclaration des fonctions. Ensuite, j'ai fait un mock RMM, tout simplement mock maquette, voilà, un pseudo RMM, avec tout simplement aussi ce système de paires, et c'est assez simple pour simuler en local, parce que je vous rappelle que quand je suis en local, cette partie-là, elle n'existe pas, je n'ai pas de RMM, et je ne peux pas appeler le RMM qui est, par exemple, sur blockchain Gnosis. Donc je dois faire une simulation, un mock-up, une maquette, quoi, et c'est exactement ce que je fais là. Ouais, et du coup, je vous ai pas montré le mock RMM, mais il est assez simple. Il y a un système de dette. Donc en fait, je fais des tokens de dette pour simuler comme pour que ce soit ISO, pour que ce soit assez ressemblant à la réalité. Et je fais juste, moi je fais pas d'histoire de burn ou quoi, je fais un transfert sur une adresse qui finit par dette pour dire voilà, c'est une adresse morte, on peut pas le faire là. Et d'ailleurs, en OpenZeppelin, on peut pas faire de transfert vers l'adresse 0 ou hard date, je sais plus, c'est pour ça que j'ai dû faire cette technique. Enfin bref, ça c'est un petit script. Pareil, lui je l'ai pas validé, j'ai dit que son système était OK d'entrée. De toute façon, il n'y avait que deux opérations. Allez, on passe à ce qui vous intéresse, le rent to repay. Et aussi le default interest mode. Alors là, c'est la partie un peu moche. Je l'ai hardcodé, voilà. Je me suis pas embêté. Voilà, parce que de ma compréhension, le RMM sera toujours en taux, qu'on s'appelle variable et pas en taux fixe. Donc ça, je l'ai mis en fixe, tout simplement. Voilà, je l'ai mis en fixe, mais c'est vrai que je pourrais le faire aussi en dynamique. Je vais pas vous montrer, mais en fait, dans le code du RMM, il y a un moment... pareil, je vous montrerai peut-être un jour, mais j'ai vu que dans le RMM, il y avait des fonctions tout simplement pour qui allaient voir la dette si elle était en fixe ou en fait, 1, c'est fixe et 2, c'est dynamique. Et j'ai vu que de toute façon, ni AAV ni le RMM utilisaient ça, donc j'ai mis en dur. Et au pire, je me dis que si un jour ça doit être en fixe, bah voilà, le rent to repay, ou plutôt l'appel à la fonction repay, ne fonctionnera pas. Ouais, le but du rent to repay, c'est de répondre à un besoin actuel, donc on verra plus tard. Alors, allez, ensuite, on va passer aux choses sérieuses, tout simplement là où sont stockées les données sur la blockchain. Alors, on en revient au YAM. Tout simplement, pour ma compréhension, je me suis beaucoup aidé de ce qui existait déjà. Voilà, j'ai pas réinventé la roue. Et vous voyez, par exemple, dans le YAM, d'ailleurs, si vous avez suivi la série sur le bot du YAM, vous avez dû le voir, on raisonne en OfferID. Et il y a tout simplement
un mapping par type de données. Voilà, il n'y a pas de structure ou autre, donc j'ai fait exactement la même chose. Même si à titre personnel, je préfère travailler sur des structures. Si je devais émettre une hypothèse, tout simplement pour l'histoire de gaz, bah voilà, quand vous allez par exemple à l'indice, je sais pas moi, 50 d'un mapping d'une structure, vous chargez toute la structure, que quand vous faites, quand vous allez au mapping aussi 50 d'une seule valeur, vous chargez que la valeur et ça fait moins de gaz. C'est voilà, c'est ma compréhension. Après, c'est se trouve, ce que je dis est totalement faux, hein. Voilà, tout ce mapping là, ces trois mappings, autant pour moi, ils sont liés à l'adresse d'un utilisateur. Donc, on va commencer par, ouais, c'est tout simplement la période qu'aura configuré l'utilisateur. À la base, j'avais mis une semaine. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré, mais je crois qu'il y a une constante une semaine. Voilà, elle est là, underscore week, underscore in seconde, et c'est la valeur en secondes d'une semaine. Probablement en faisant ça, quand j'ai commencé à faire mes tests, ben, quand je voulais faire un appel à Rent to Repay, je me prenais une petite erreur, et c'est pas possible parce que tu ne peux pas encore rembourser la dette de quelqu'un. Donc le fait de passer en periodicity, en fait, je pouvais simuler en fait des périodes de 5 secondes, 10 secondes, ou même une minute. Et ça, je pense le laisser, tout simplement, parce que voilà, peut-être qu'il y en a, ils voudront que leur dette soit remboursée de façon journalière, d'autres de façon mensuelle. Voilà, je me dis que ça apporte de la liberté à l'utilisateur et ça ne change pas le code. Parce qu'en fait, une fois que toute la logique est en periodicity, en période, bah, ça n'a pas d'impact. Donc autant le garder. Ok, c'est génial, l'utilisateur il a configuré une période, mais comment on mesure ces périodes? Bah voilà, tout simplement, il y a une fonction qui s'appelle, enfin, ou plutôt un mapping qui s'appelle last repay timestamp, qui est tout simplement voilà, le timestamp, le tampon de savoir quand a eu lieu le dernier repaiement, ou plutôt remboursement de la dette. Il faut que j'arrête avec ces anglicismes mal traduits. Et voilà, et maintenant on arrive au mapping le plus intéressant, le plus kiffant, j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement la map d'adresse des tokens qui sont autorisés à être repayés avec le montant. Alors déjà, pourquoi utiliser les mappings et pas les tableaux? Parce qu'ils sont entre guillemets en taille illimitée, c'est plus dynamique. On va dire par exemple que c'est l'adresse 100. Donc ça, c'est la clé. Et par exemple, on a vu que quand c'était la map periodicity, vous avez un temps en secondes. Donc on va dire qu'il avait mis, je sais pas moi, un bloc newsist toutes les 5 secondes. C'était assez simple, vous avez un mapping de 1. Donc voilà, maintenant on va passer sur un système, on va dire, de double clé. C'est une adresse qui pointe sur une map, qui elle-même pointe sur un uint, un antipositif. Bref, c'est le plus important, qui correspond au montant max à rembourser. Alors, pourquoi faire ce système de double clé? Donc ça pointe, par exemple, reprenant le cas de la clé, ça pointe sur une autre map. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on doit lui mettre une valeur. Par exemple, là, je vais mettre une adresse 0x qui est totalement faute, par exemple, qui finit par FB, qui pointe vers une autre valeur, par exemple, le montant max, autant pour moi, 50. Un système de double clé, on va dire un peu de double coordonnée. J'essaie de le résumer, de le caricaturer pour les néophytes. Et ça renvoie 50. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce que A, ça sera l'adresse de l'utilisateur et B, ça sera l'adresse du token qui est autorisé au remboursement. Donc ça sera dans le cas initial, parce que je n'ai pas encore parlé du déploiement, mais c'est USDC ou Wrapped XDAI. Et pourquoi aussi faire ça et pas autrement? Bah déjà, je voulais pas gérer les montants fixes, par exemple 10 USD. Il aurait fallu gérer un oracle ou quoi, ça aurait été compliqué. Et même là, c'est plus dynamique. Par exemple, si un jour il faut ajouter, par exemple, je sais pas moi, le USDT, ben voilà, il y a 3 remboursements qui seront possibles. Enfin, j'entends au niveau du token, et pareil, je l'ai pas dit, mais il y a aussi cette histoire, en plus de l'oracle, des décimales à gérer. Donc je sais pas si peut-être un jour USDC est mis à jour et passe à 18, comme le Wrapped XDAI, j'ai pas à gérer ces soucis. Et pour moi, c'est juste la partie front qui doit mettre 10 $. Et voilà, quand tu appelles, ça s'appelle la fonction pour insérer on-chain, et ben là, il faudra faire la conversion. Et là, déjà, première question, parce que voilà, pourquoi je fais cette vidéo et je vous montre tout ça, c'est d'avoir un produit qui vous plaît, je vous le rappelle, et qui puisse vous aider au quotidien. Voilà, n'hésitez pas à jouer chez vous, il n'y a rien à gagner, il n'y a pas d'indice qui s'affiche en bas sur votre télé. C'est de savoir, est-ce que la périodicité, je la mets de façon unique? Voilà, vous êtes un utilisateur, une fois que vous avez remboursé dans tel ou tel token, c'est fini, ça s'arrête là. Ou peut-être qu'il y en a qui font de la dette en USDC et en Wrapped XDAI. Voilà, moi niveau code, je pense que ça change pas grand-chose. J'aurais juste un test à faire en plus et juste à rajouter des histoires de double mapping au niveau de la periodicity. Parce qu'en fait, je me disais qu'il pouvait avoir au niveau du front, on pouvait dire par exemple, je veux rembourser 10 USD. On verra après, mais on pourra configurer tous les tokens à la fois d'un coup. Et de toute façon, s'il n'y a pas de dette, ça ne rembourse pas. Donc il n'y a pas de souci. Et en fait, après, une fois que l'utilisateur a autorisé ce remboursement, voilà, un jour il veut faire de la dette au bout de 3 mois en USDC ou en Wrapped XDAI, et ben, ça marchera de façon automatique. J'ai pas géré le cas où quelqu'un fait de la dette dans les deux tokens, mais je suis parti du nom de la fonction,
du rent to repay. Mais sauf que les rents sur Realty, on les reçoit qu'avec un seul type de token, quoi. Vous recevez que des USDC. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et là, je vois qu'il va falloir que j'accélère parce que jusqu'à la ligne 50 sur, je sais plus combien j'ai fait, 600, après ça va aller plus vite, ne vous inquiétez pas. Il y a une paire des tokens autorisés, voilà, c'est juste des sécurités. L'utilisateur peut injecter ça au niveau des fonctions publiques. En fait, voilà, et je vais passer directement à la matrice d'accès, ce sera plus simple. À la base, ça c'est le. Voilà, à la base, j'avais fait ce testbook, mais il a complètement changé. Et là, ce que vous avez sous les yeux, c'est toutes les fonctions et qui peut les appeler. Donc, ce que vous avez en gris, c'est les 4 rôles qu'on a vus qui sont au niveau du smart contract. Et en jaune, c'est plutôt les fonctions au niveau métier, quoi. Enfin, qui va utiliser cette fonction? C'est un utilisateur et un runner, celui qui va faire le remboursement automatique. Et pareil, ça a été généré par ChatGPT. Je vais peut-être devoir le refaire. Bon, la matrice, c'est complètement faux. Si j'ai oublié de définir à quoi servait la matrice, c'est vous avez une fonction et vous savez qui peut les appeler. Parce que je vous rappelle qu'il y a ce système de as role qui a des rôles, on n'a pas encore vu. Mais typiquement, qui peut configurer le rent to repay? Eh ben, c'est tout simplement un utilisateur. Voilà. Et qui peut les révoquer? C'est aussi l'utilisateur. Et moi, dans ma compréhension, par exemple, il faut que l'admin puisse révoquer quelqu'un ou autre, ou peut-être l'opérateur plutôt qui t'offre. Mais pour moi, dans ma compréhension aussi, au niveau de la révocation, voilà, il faut une sorte de SAV. Alors, je sais pas si c'est possible parce que pareil, ça va passer par des votes. Mais est-ce que si un utilisateur porte une réclamation, dire l'interface ça marche pas chez moi, est-ce que l'opérateur peut révoquer tout simplement le rent to repay pour quelqu'un? Pour moi, c'est oui. Et puis même, ça peut être par exemple pour des questions de sécurité ou de mise à jour, par exemple, s'il faut changer. Après, les datas vont changer on-chain. Bon, bref, là, je vous perds. Je pense que c'est pour une question pour les spécialistes. Mais ah bah voilà, c'est la fonction que j'avais appelée remove user qui permet de retirer un utilisateur de la map. Là-dessus, il y a la fonction pause. Qui peut la mettre en pause? Eh ben, ce sont ceux qui sont emergency role. Et qui peut mettre en pause, c'est admin role. Et voilà. Et tous les autres, vous voyez, ils sont à false. J'aurais peut-être dû mettre des couleurs, ça aurait été plus parlant. Il y a aussi des fonctions qui sont en lecture seule, ils autorisent, on va la faire, on va pas la montrer. Vous voyez par exemple que le rent to repay, j'ai aussi fait une fonction who I am, en fait vous envoyez une adresse, ça vous dit quel rôle vous avez dans les rôles en gris. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je galérais avec les haches. Mais bon, celle-là, peut-être qu'elle sera supprimée. Mais voilà, pour ceux qui veulent faire des outils communautaires ou même pour la partie front, ou pourquoi pas ceux qui veulent faire qu'on s'appelle des bots. Voilà, pour savoir qu'est-ce que l'utilisateur a configuré, il y a une fonction getUserConfig for token, on ira la voir après. Ah oui, ça c'est pour un token spécifique. Après, il y a getUserConfig qui renvoie un tableau. Peut-être garder que celle-là aussi, parce qu'au début, je suis parti dans des trucs très simples et je les ai pas toutes mis en privé, je crois. Donc, mais ne vous inquiétez pas, l'objectif c'est de livrer quoi qu'il arrive cette semaine. Enfin, quoi qu'il arrive, un truc propre, faut pas déconner. Voilà, après, vous avez aussi des fonctions de lecture pour savoir quelle paire de tokens est autorisée, parce que pareil, sans dynamique, au début, il n'y a rien qui est configuré, c'est fait au déploiement. Voilà, GetUpToken, c'est simplement, vous mettez l'adresse de l'USDC et ça vous renvoie le token de dette associé. C'est vrai que je l'ai faite, en fait, j'ai dû la faire pour faire un tableau, tout simplement, enfin plutôt une map de correspondance, un peu comme une énumération. Mais c'est vrai que cette fonction, au final, elle doit exister dans le côté RMM. Donc, est-ce qu'elle est vraiment utile ou pas? Je ne sais pas. Allez, après on passe à des fonctions un peu plus cool. Et vous voyez, par exemple, il n'y a que l'admin qui peut faire ça, c'est autoriser une paire de tokens. Donc une paire de tokens, on a vu ce que c'était. Et pareil, on peut unauthorize, c'est-à-dire retirer un token, quoi. Retirer une paire de tokens. Par exemple, peut-être qu'un jour, le Rapid-XDAI ou l'USDC ne sont plus dans les fonctions du rent to repay. Pourquoi? Je ne sais pas, chaud de la DAO. Mais possibilité quand même, liberté. Ensuite, pareil, j'ai fait une fonction Emergency Token Recovery. Alors pourquoi j'ai fait cette fonction? On va aller voir le code après, mais je fais d'abord le transfert pour rapatrier les fonds, puis après je fais le repay. Et j'ai pas encore eu de cas en local où le repay ne fonctionnait pas. Donc peut-être qu'il y a des cas où c'est bloqué, voilà, enfin c'est pas possible. Du coup, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Et ben les fonds seraient bloqués sur le rent to repay parce que j'ai pas fait de cas où peut-être que je dois le faire justement if repay échec, alors on refait un transfert dans l'autre sens. Après j'ai fait une petite fonction cleanup unauthorized token config. Alors c'est pareil, cette config que le problème des maps c'est que vous n'avez pas les indices et que vous n'avez pas à parcourir toutes les adresses, ce serait un peu lourd, je pense en gaz ou autre, tous les tokens, et je suis en train de m'apercevoir que c'est pas possible non plus. Comment j'ai fait ça? Voilà, et ben typiquement cette fonction, je sais que je ne peux pas l'utiliser parce que je ne vais pas pouvoir parcourir tous les utilisateurs. Peut-être que je vais devoir passer en indice de base, un mapping avec un indice simple. On a l'indice max, et on parcourt tout. Ouais, et ben je vais devoir passer un indice, je pense. C'est pour ça que dans le YAM, c'est en indice et pas en dynamique. Il manquera toujours les adresses des utilisateurs, c'est pas en dynamique. Après, peut-être qu'à chaque fois que quelqu'un va appeler un rent to repay, je peux faire une condition, si c'est plus autorisé,
en clean, mais c'est un peu moche, quoi. De toute façon, vu qu'il y a des runners, il y a des gens qui ont fait des bots, ils vont pas aller appeler cette fonction s'ils ont pas. Enfin, ils savent que c'est juste pour revert, ou sinon ça va leur prendre. C'est-à-dire que l'utilisateur on lui prendrait des sous, enfin, qu'est-ce que ça s'appelle des sous, une petite taxe en amont juste pour clean. Ah, il y a encore cette partie à revoir hein, quand même. Allez, on va passer au sous-sous, la chose la plus importante. Update DAO fees. Voilà, on peut mettre à jour les frais de la DAO. Donc, admin role, voilà, il est à true. Et pareil, on peut mettre à jour les tips, le pourboire du runner pour le remercier d'avoir exécuté l'auto-repay pendant que madame ou monsieur sont en vacances. Pareil, des fonctions de lecture pour savoir les fees, pourquoi pas. Pareil, ces fonctions de lecture, je les ai utilisées aussi pour le testeur, pour aller lire directement sur la blockchain. Ah oui, non, en fait, voilà. Après, il y a ces fonctions. Donc, ces fonctions, qu'est-ce que c'est? C'est pour savoir combien. Et comme j'avais pas de contrat true ou false là, et j'en avais pas envie. Enfin, j'ai beaucoup. Alors, comme j'avais pas envie de redéployer quelque chose en mock-up ou autre, et puis même, il faut aussi enfin, le déployer en valide ou autre. Je l'ai directement intégré dans le Rent to Repay. Donc le token c'est quoi? C'est l'adresse par exemple du reg ou du Power Voting. Bien sûr c'est une adresse qui est configurable. Voilà, c'est ce que vous allez là. Mettre à jour le token pour la réduction de frais de la DAO. Euh, le minimum qu'il faut avoir, alors c'est assez simple, c'est juste quel est le minimum qu'il faut avoir pour être exonéré entre guillemets des frais de la DAO. C'est pas et bien sûr c'est pas une réduction qui est totale. C'est pas vous passez des frais de la DAO à rien. Il y a un pourcentage qui pourrait être appliqué. Voilà, j'essaie de faire quelque chose d'assez dynamique. Je vous avoue que quand j'ai commencé à coder, quand j'ai commencé à réussir, je voulais faire une espèce de plage de fréquence, un peu comme une gaussienne, je sais pas trop. Enfin, à un moment, je voulais carrément faire un mode. Voilà, celui qui a le plus de power voting, il est à zéro quand il utilise la fonction. Et celui qui est au minimum, eh ben, lui, il paye 100% des frais. Et l'idée, c'était d'inciter les gens à avoir du power voting. Mais bon, je l'ai pas fait, ça me paraissait trop complexe, trop galère. Mais putain, voilà. Mais bon, on a ça pour la V2, déjà, il faut que je livre. Et après, du classique, update DAO trésorerie pour savoir où les fonds vont être rapatriés. Voilà, je parle. On va parcourir le code assez rapidement. Il y a 900 lignes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Le mapping, il est OK. Voilà, on déclare tout simplement la liste des tokens qui sont autorisés. J'en ai déjà parlé. Vous voyez à quoi ça correspond. Il y a aussi les frais de la DAO. Voilà, je les ai mis en basis point, la point de base. Je ne sais pas trop comment les mettre. Mais pareil, si vous voulez que ce soit évolutif, n'hésitez pas à me le dire. Et pareil, les frais là que j'ai mis à 50-25, c'est juste pour faire les tests. Je les mettrai à zéro au moment du déploiement. De toute façon, on peut les modifier, quoi. J'ai testé la fonction, elle fonctionne. Bon, ça, je vous ai présenté, c'est l'adresse du reg ou du Power Voting. Et pareil, ça peut être par exemple. Et pareil, on peut mettre n'importe quel token, hein, ça peut être des USDC. Ou pour tous ceux qui possèdent, j'ai plus le nom en tête, ça s'appelle la première propriété, vous êtes exonéré, quoi. L'idée, c'est d'avoir un truc. Voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de dynamique. Pareil, pareil, réduction des frais de la DAO, j'ai mis 50%, pas 100, mais ça peut être configuré. Et pareil, l'idée aussi, c'est que la communauté choisisse hein, via la DAO. Voilà, ensuite, on va passer aux events et on va accélérer parce que ça m'intéresse pas trop. Enfin, ça n'a pas d'importance. Pareil, ça, c'est tout ce qui est lu. Ouais, j'ai appris qu'en faisant comme ça, apparemment, ça consommerait moins de gaz. Et le but aussi, c'est de consommer le moins de gaz possible pour inciter le plus de gens à être remboursés. Parce que je vous rappelle, il y a toujours cette problématique. Que se passe-t-il si les frais de gaz sont supérieurs à la récompense plutôt au pourboire que va toucher le runner. Voilà, et on commence avec les choses sérieuses. Le constructeur, c'est tout simplement ce qui va être utilisé pour déployer sur Shadow, puis sur Gnosis. Et vous voyez que par exemple, j'ai mis l'adresse du RMM en dynamique pour voilà, pourquoi faire ça? Tout simplement parce que entre le mockup, la maquette de RMM que j'utilise en local, l'adresse du RMM sur la blockchain de test, l'adresse sur la blockchain Gnosis, c'est pas la même. Donc il faut que ce soit en dynamique et c'est la même chose pour tous les tokens. Vous voyez que les Wrapped. Et vous voyez aussi que pour tous les tokens, que ce soit pour le token en stablecoin et le token de dette associé, pareil, c'est aussi en dynamique, toujours avec cette même logique. Voilà des petits modifieurs qui sont tout simplement appelés pour savoir si on peut appeler la fonction. Voilà, des petits modifieurs, à quoi ça sert? Un peu en fait, ces modifieurs, si je devrais le résumer en C, simple. Et dans le cas là, je les utilise pour faire des checks. Voilà, par exemple, est-ce que le montant est valide? Par exemple, on ne peut pas appeler une fonction de remboursement avec un amount de 0. Voilà, ça sert à rien. On fait un revert. Revert, c'est-à-dire on ne va pas jusqu'au bout, on arrête la fonction. Et le petit underscore que vous avez là, c'est pour dire on continue. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu comme des macros. C'est comme du code en fait qu'on prédéfinit
qu'on s'appelle, dans le fichier, et une fois que c'est compilé, il est directement injecté. Mais le problème des mappings, j'en ai pas encore parlé, c'est génial, c'est dynamique. En fait, sauf que le mapping, c'est un grand champ vide, et quand je dis vide, c'est vraiment vide. Donc par exemple, enfin, je reprends le cas où on avait le 0x100 là par exemple, je l'appelle, il y a une valeur, ça me retourne quelque chose. Si ça n'a pas été configuré, par exemple c'est l'utilisateur 101 ou 99 qui est configuré et à l'adresse 100 il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu rien eu, et ben ça va retourner 0 par défaut. Voilà, c'est comme ça, c'est du Solidity, donc il faut le prendre en compte et c'est pour ça que j'ai fait, ça. Alors peut-être que j'aurais dû faire un mode on-off, on verra plus tard. De toute façon, je vous rappelle que rien n'est gravé dans le marbre tant que c'est pas déployé. C'est une fois que c'est sur la blockchain que c'est immuable. Voilà, il y a aussi la fonction, ouais, il y a aussi le modifier not self, tout simplement parce que je l'ai mis, voilà, je l'ai mis, peut-être que je pourrais le supprimer. Mais en fait, quand un utilisateur configure l'auto-repay, il faut forcément que ce soit quelqu'un d'autre qui l'appelle. Après, voilà, ça peut-être que je peux le supprimer, c'est pas important. Voilà, est-ce que l'utilisateur a configuré des tokens ou autre? Enfin, c'est du classique, voilà, c'est juste des prérequis. Après, voilà, on continue, je suis désolé, j'accélère parce que je vois il est déjà 22h30. Configure, configure le rent to repay, c'est du classique, non, c'est pas du classique, c'est la fonction que l'utilisateur va appeler. Donc pareil, faut pas que le contrat soit en pause. Voilà, et vous voyez que, ouais, et vous voyez que ces erreurs, je les ai pas définies plus haut dans le code, je suis allé un peu vite à la fin. Ça va bouger aussi, vous inquiétez pas. Ben, tout simplement, voilà. Pareil, alors comment ça va fonctionner? C'est tout simple. L'utilisateur, il peut configurer. Alors, c'est simple, l'utilisateur, il peut configurer ou supprimer. Il n'y a pas de mise à jour ou quoi, je me suis pas embêté. L'utilisation, peut-être que je devrais le faire pour l'expérience utilisateur. Enfin, voilà, c'est juste que mon mapping n'était pas structuré, je savais pas comment ça allait être. Donc, au final, j'ai fait comme ça. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est important. Ah oui, j'ai oublié de le dire et c'est important, mais je peux pas faire un tableau avec toutes les adresses des gens qui ont configuré le rent to repay parce que voilà, la valeur max, c'est toutes les adresses et je crois qu'on ne peut pas parcourir toutes les adresses. Parce qu'il y a une limite de frais de gaz et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire des fonctions qui font des distributions à plein d'adresses à la fois, quoi. C'est toujours par batch, quoi, enfin par bloc. Enfin bref, je m'égare. Donc le configure rent to repay, voilà, on met un tableau, l'adresse, les amendes et la période. Et pourquoi faire ça? Ben, tout simplement, voilà, l'utilisateur sur son front, s'il veut faire que l'USDC, il mettra que l'USDC, son montant, sa période, c'est fini. Voilà, et ensuite, ben, tout simplement, on valorise cette double map qui est allowed max amount, qui sera l'adresse de l'utilisateur, c'est lui qui l'appelle, je vous rappelle, l'adresse de l'USDC, ainsi que le montant qu'il aura mis. On fait ça pour tous les tokens. Une fois que c'est fini, on sort de la boucle et on définit le timestamp. Voilà, par exemple, l'utilisateur le définit. Pareil, alors ça peut être en dynamique et c'est à vous de me le dire. Mais c'est vrai que si on veut faire du rent to repay, peut-être que les gens voudraient que ce soit tous les lundis ou je sais pas moi, tous les mardis, quelque chose d'assez rapide. Là en fait j'ai mis, quand l'utilisateur le configure, il faut attendre la période. Le bot, voilà, si je prends le cas, parce que pareil, j'ai pas encore fait les cas aux extrémités et c'est un peu. Il y en a un qui me pose souci, vous verrez après. Voilà, ce que vous avez là, c'est très mal écrit, c'est L1, L2, L3, c'est-à-dire lundi 1, lundi 2, lundi 3. L'utilisateur paramètre le rent to repay là. Il a 0 USDC par exemple. Et au L2, il a par exemple c'est 10 USDC qui arrivent et il a configuré 10 USDC. En faisant ça, ça veut dire que l'utilisateur devra attendre entre le L2 et le L3 pour que le rent to repay soit exécuté. Parce que voilà, il y a cette histoire de temps qui est plus grand, c'est ok, bien sûr, en fait, c'est le temps plus 1, parce que c'est un strictement supérieur, je crois. Et du coup, oui, oui, à chaque fois, il y aura un décalage. Si je le mets à 0, après, je pourrais peut-être faire une fonction qui calcule le prochain. Après, je peux faire aussi une fonction. Après, pourquoi pas, je peux. Donc, si je le mets à 0, ok, c'est génial dans ce cas-là. Voilà, ça c'est le cas 1. Dans le cas 2, voilà, dans le cas 2, les loyers arrivent le lundi, c'est remboursé, c'est ok, ça continue. Et en fait, il y a un troisième cas si vous pouvez pousser aux limites, parce que là j'ai dit 0, mais qu'est-ce qui se passe si la personne a, je sais pas moi, 50 USDC? En fait, et qu'il veut, ouais, et qu'il veut que ce soit vraiment remboursé après chaque loyer, il voudrait que ce soit remboursé là. Alors je pourrais mettre aussi le fait de paramétrer le timestamp. Voilà, pourquoi pas, mais après j'ai pas envie de compliquer les interactions, les appels à cette fonction. Aussi à la partie front pareil, je pense aussi à la partie front qui risque d'être entre guillemets compliquée.
Après, c'est vrai que ce serait le cas le plus paramétrable, le plus libre pour l'utilisateur. Et du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est que s'il a 50, en fait, il va se faire prélever les 40 là, et après, il aura ces 10 là. Donc voilà, à voir. Il y a 3 cas, un, 2 ou 3. Donc dites-moi en commentaire. Et pareil pour la période, on peut pas mettre 0. La valeur par défaut, ça sera une semaine en seconde. Et une fois que c'est configuré, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit log, un petit emit sur la blockchain et c'est fini. Alors, autre fonction assez simple, le revoke. Alors, on pourrait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais là, ça serait un revoke par exemple qu'avec l'adresse de l'USDC ou l'adresse du revoke. Enfin, on pourrait aussi révoquer toute la config pour tous les, comment ça s'appelle, tous les, tous les tokens qui sont paramétrés. Voilà, et là, ça ferait tout simplement une boucle sur les tokens autorisés. Et là, m'arrive un petit cas aussi, c'est une petite remarque. Je pense que pour moi, c'est pas. Voilà, et voilà. Et là, j'arrive à des cas aux limites de ma compréhension du Solidity. Par exemple, je prends le cas où on a paramétré pour l'USDC et le Rapid XDAI, l'utilisateur fait une config. Donc, on va valoriser le mapping au niveau de l'USDC et au niveau du Rapid XDAI, par exemple 5. Ensuite, la DAO décide de retirer l'USDC. Donc, l'USDC n'est plus autorisé comme token. Donc, en fait, il sera plus dans le tableau. Et du coup, il y aura toujours ce résidu de mapping. Ah oui, j'ai oublié de le dire, peut-être que je me suis trop compliqué la vie, mais le cas le plus simple pour pas gérer ces tokens ou autre, enfin juste avoir le token et c'est de faire une map tout simplement utilisateur, un montant, un token. Par exemple, il définit 10 USDC ou 10 XDAI. 10 fois 10 puissance 6, donc en gros ce sera 10 millions, et 10 puissance 18, je sais pas combien ça fait, mais ça fait beaucoup pour le Rapid XDAI. Donc le montant en fait il sera jamais fixe. Après je peux toujours faire autre solution que j'ai pas prévue, c'est de faire une fonction de lecture sur les décimales, mais bon. Voilà, on continue après une petite fonction isNewPeriod. Pareil, allez, ça y est, on passe sur les additions et on va commencer à parler failles. J'ai pas trop fait de sécurité. Je vous rappelle le problème quasiment de toutes les failles en Solidity ou autre. Enfin, mais quand vous êtes plutôt, je sais plus, je crois qu'on dit overflow. En gros, il y a un max, et par exemple, vous faites max moins 1 plus 2. En fait, vous allez voilà, je l'ai pas fait tout simplement parce qu'en fait, le max d'un int de 56, il est énorme. Et dans le cas où la période. Après, l'utilisateur pourrait jouer avec, hein. C'est vrai qu'il pourrait configurer n'importe quoi. Donc, pourquoi pas faire une sécurité à ce moment-là? Voilà, le max de la période, c'est un mois, pas plus, en seconde. Mais bon, voilà, mettre une sécurité là-dessus, pour moi. Après, il y a la fonction voilà, après, il y a une fonction calculer les frais. Donc, voilà, c'est une fonction assez, assez simple dans l'ensemble, mais on voit qu'il y a des consoles.log. Donc, j'ai quand même galéré pour la débugger. Au final, c'était juste que le token associé à la DAO, je l'avais pas. Donc, c'est du classique. On calcule les frais. Voilà. Combien va prendre la DAO, combien de pourboire va prendre celui qui doit envoyer. Voilà, j'ai oublié de comprendre. Voilà. Mais qui est l'appelant? C'est le runner. C'est du classique. On vérifie que ce soit pas l'adresse 0 pour le token, que le montant minimum soit strictement supérieur à 0. Parce que sinon, ça sert à rien de le faire. On peut dodge, on va directement à la suite. Et voilà. Et là, déjà, message d'alerte. Je prends le cas où on le dodge. J'ai juste fait une petite protection. Si DAO égale DAO plus sender tips, et on regarde si le total n'est pas supérieur au montant. Et en fait, je crois qu'il y a un cas, je ne l'ai pas fait, mais il y a un cas où c'est. En fait, c'est pas bon. Je sais plus. Je l'ai pas fait ce cas, il faut absolument que je le fasse. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, on n'a jamais vu les divisions ensemble. Vous allez voir, les divisions, c'est assez simple parce que c'est niveau CE2. Quand vous faites une division, là, comme ça, un slash, c'est une division euclidienne. Sans le reste, par exemple, je sais pas, vous faites 21 divisé par 10, eh ben, ça fait 2. Donc quand vous faites, par exemple, là, si j'ai 21 divisé par 10, j'arrondis, ça va me faire 2. Mais il va rester 1 qui sera, non, qui sera pas prélevé. Donc, non, c'est bon. Donc pour moi, il n'y a pas de... Et pareil pour le sender tip, c'est le même fonctionnement. Il n'y aura pas de... En fait, j'ai n'importe quoi parce qu'en fait, c'est arrondi à l'inférieur, donc il n'y aura pas de souci. Donc c'est bon. Ensuite, voilà. Alors ça, cette fonction très importante, Emergency Token Recovery,
Parce que j'ai pas prévu de cas, on n'a pas encore vu, où le repay est en échec. Mais bon, voilà, on prévoit toujours un petit customer care, un petit SAV. Et ben voilà, l'utilisateur peut dire, ah bah en fait ça a planté, il faut que la DAO puisse transférer les fonds en fait qui sont dans le smart contract, enfin, dans le ready to repay, vers, enfin, qu'est-ce que ça s'appelle, vers l'utilisateur vers l'utilisateur où souci il y a eu. Ça, voilà, c'est peut-être, d'ailleurs c'est plutôt mis le rôle admin. Pareil, ça serait, alors cette fonction, c'est dans le cas par exemple où on supprimerait l'USDC des paires autorisées, remboursement. Qu'est-ce qui se passe? Après, c'est parce que j'ai voulu clean la map pour faire un truc assez propre. Mais au final, comme si on retire l'USDC et quelqu'un appelle ensuite le rent to repay avec l'USDC, il sera revert parce que l'USDC ne sera pas autorisé. Donc à voir, peut-être qu'on peut laisser. Update DAO fees, voilà, c'est du classique, il y a juste une petite sécurité de ne pas dépasser les 100%, parce que voilà, qu'est-ce qui se passe si c'est mal configuré? Ben, on va par exemple rapatrier 10 dollars, on va calculer les montants distribués, et au final, il n'y aura plus rien pour l'utilisateur, et je pense que ça va faire n'importe quoi. Genre, donc, voilà, une petite sécurité. Voilà, après on met à jour aussi les tips du runner, du sender, c'est du classique. Voilà, en lecture, on va faire un get fee configuration. Voilà, par exemple, pour ceux qui vont vouloir faire des bots, vous aurez tout simplement les tips qui vous seront rendus, voilà, les tips qui vous seront récoltés. Enfin, vous aurez plutôt le montant. Ça sera affiché, je pense, sur le RMM par exemple, mais aussi mettre à jour les frais de la DAO, mettre à jour la réduction de frais de la DAO, ok. Mettre à jour le montant minimum à avoir pour être. Ensuite, le pourcentage, je vous rappelle, c'était 50% au déploiement. Après avoir, ça sera à DAO de choisir. Après aussi, j'ai fait une, voilà, après, j'ai aussi fait une fonction pour mettre à jour les frais de la DAO. Parce que tout simplement, dans ma fonction, j'ai oublié de le dire, mais enfin, je l'ai dit dans les épisodes précédents, il faut suivre. Euh, voilà, il y a un transfert dans ce sens, un repay, un transfert dans ce sens et un transfert dans ce sens. Et en fait, les deux derniers transferts, je pense qu'on peut les éviter à voir, question de sécurité, mais je comptais faire un claim. Pareil, est-ce que la DAO doit recevoir ces centimes en continu ou ça reste dans le rent to repay et seulement via l'adresse admin, on peut les rapatrier? Pour moi, il y a juste un système de notes à faire, mais de notes en mode addition, quoi. Une note. Et voilà, parce que là j'ai une fonction transfert fees qui transfère pour les deux en fait. Celle dont je vais faire la démonstration, voilà, celle dont vous attendez tous, celle dont je vais faire la démonstration sous vos yeux. Si je vais vous montrer comment on déploie, ça va être sympa. Et voilà, la fonction que vous attendez tous, le rent to repay. Alors je l'ai appelé comme ça, on verra. Pareil quand l'appeler, quand c'est pas mis en pause. Est-ce que l'adresse de l'utilisateur est valide? C'est-à-dire, est-ce qu'il a configuré au moins un token à rembourser? Voilà, est-ce qu'il y a un token, est-ce que le token de remboursement est autorisé aussi? Et parce que pareil, j'ai oublié de vous le dire, mais quand on va rembourser, on ne pourra rembourser que le montant qui sera défini par l'utilisateur. À la base, je voulais faire un système, je sais pas quoi, on pourrait rembourser que 3 dollars en une fois ou 10 dollars, mais en fait, ça n'a aucun sens parce que le bot ou la personne qui va exécuter ça, elle va vouloir récolter le maximum de frais. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre le maximum de montant qui est autorisé. Donc, ça ne servait à rien. Et donc, si vous m'avez suivi, il y a un cas où l'utilisateur, il n'aura pas, par exemple, ses 10 USDC. Euh, donc voilà, des conditions. Est-ce que c'est une nouvelle période? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut exécuter la fonction? Si c'est pas une nouvelle période, ben on attend tout simplement. Les consoles.log qui étaient là pour débugger, allez, c'est fini, ça fonctionne. Donc on appelle la fonction, on sait que c'est OK, on peut faire un remboursement. Première chose à faire, on récupère plutôt dans la fonction le montant à rembourser. Donc on va dans cette mapping double clé, voilà, récupérer le montant, rien de particulier. Voilà, on a dit OK, on va rembourser on dit OK, on va rembourser de l'USDC. OK, c'est magnifique, mais quel est le token de dette associé? Et pourquoi tu fais ça, Baptiste? Tu vois, bah ouais, mais pourquoi tu as fait ça, Baptiste? Je croyais que c'était mon bug et je l'ai pas refait. Et, voilà, et je l'ai retiré parce que je pensais que c'était mon bug et je le referai pas tout simplement parce que je veux faire la démo, il est déjà tard. Mais j'avais mis des remaining debt. En fait, tout simplement, on allait checker combien l'utilisateur lui restait. Parce que le but, c'est que l'utilisateur, il emprunte, il achète par exemple des tokens sur LT ou autre, bref, il veut toucher ses loyers, il veut auto-rembourser sa dette de façon voilà, partir en vacances, ne plus s'en occuper.
Bah, qu'est-ce qui se passe s'il est autorisé, par exemple, je sais pas moi, 10 dollars et il y a 85 dollars de dette à rembourser? Donc pareil, on va dire que c'est, on va dire que, ouais, on va dire que c'est un taux à 0%. Il y a 8 semaines, ça se passe bien, mais qu'est-ce qui se passe à la 9e semaine? Et ben en fait, je peux pas repay avec un montant 10, quoi. Parce que le montant, en fait, je ne voyais pas dans le code, mais il faut appeler avec la fonction FF pour dire rembourse le max ou voilà ou quoi. Donc par exemple, il y a 10 USDC qui peuvent être remboursés. Ce que vous voyez là, c'est le surplus de tout ce qui est total fees, donc frais ou autre. Et la dette à rembourser. Donc là, c'est parfait parce qu'on va récupérer ça de l'utilisateur, rembourser sa dette, tout est clean, tout le monde prend ses frais. L'utilisateur a bien utilisé le Rent to Repay jusqu'au bout, sauf qu'actuellement, sauf qu'actuellement, je galère un peu et c'est plus en mode. Là, dans la logique, il faut que je la modifie. Euh, En fait, il y aura les frais qui seront récoltés et en fait, il restera toujours un pouillème à rembourser. Donc ça, j'ai pas encore résolu ce problème, mais bon. À voir. Maintenant que j'arrive à faire des tests, je pense que tu as remboursé. Enfin, voilà. Bon, là, on prend que des cas où l'utilisateur a paramétré 10 USDC à rembourser et qui a au moins 12 dollars sur son wallet. On part d'un cas simple et après. Donc, on fait le transfert from, on rapatrie les fonds, les 10 USDC sur le smart contract, on calcule les frais, on transfère les frais. euh, Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut repayer. Mais pour repayer, comment on fait un. Parce que j'ai eu ce souci, donc vous avez le rent to repay. La En fait, vous pouvez pas juste l'appeler directement. Il faut faire problème de l'appro. Alors là, en fait, à chaque fois que la fonction sera appelée, il y aura un approval, tout simplement parce que j'ai pas voulu mettre l'infini. Voilà, tout simplement parce que j'ai pas voulu mettre montant max ou infini. J'avais peur qu'il y ait des failles entre guillemets de sécurité ou autre. Après, à voir. Mais je peux prévoir une fonction approval. Voilà, la DAO dit on autorise un approval pour 10 000. Il faudra faire ça. Peut-être que ce sera à l'opérateur de le faire, par exemple. Le repay, c'est ce qu'il faut retenir là, c'est que voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va quand je fais des balance of de dep ou autre, je prends les tokens de dette que j'ai déployés. Et pareil, la nomenclature de repay, c'est la même. Donc ça va matcher, ce sera ISO avec ce qu'il y aura sur Shadow ou la prod sur la blockchain USD. Et une fois qu'on fait ça, que le repay. Putain. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre, mais là, il faudrait faire une condition pour dire oui, ça a été accepté. Voir si ça a un impact. Parce que si ça n'a pas été accepté, bah, ça peut poser des soucis, mais bon, je pense pas trop. Donc en fait, là, on met à jour le last repay timestamp pour dire voilà, c'est fini, on met à jour le timestamp, il faut attendre la prochaine période. Et bon, ça, c'est l'IA qui me l'a fait. Elle m'a fait deux emits, mais ce sera à modifier. Allez, voilà. Alors, première chose à faire avant de lancer la blockchain, compiler. Donc voilà, je fais juste un clean puis un compile. En fait, ça nettoie tout et ça va recompiler le code. Compiler, c'est tout simplement tout ce que vous avez là, le texte que je vous ai montré, il va le mettre en binaire. Voilà, et vous avez l'ABI, tout simplement. On l'a déjà vu, c'est, je sais plus ce que ça veut dire, mais en gros, c'est compilé, on voit que c'est marqué là, quoi. Voilà, on voit que c'est compilé, 18 fichiers qui ont été compilés. Voilà, on voit que c'est. Voilà, on voit voilà, et là, ça vous débloque. Voilà, vous pouvez l'écouter, il est en local, on voit 127.001, 545, pourquoi pas. Et sachez que les clés que vous avez là, publiques et privées, vraiment sur les blockchains. Bah, vous allez sur Ethereum, sur Newscan, vous tapez l'adresse publique, et bah, vous pouvez tout simplement voir qu'il y en a qui, je pense qu'ils doivent rater leur déploiement, mais ils envoient des fonds là-dessus. Et du coup, il y a des petits malins qui ont des bots pour rapatrier dès qu'il y a de l'Ether ou autre. Bref. J'ai des- Ah, ça parle, Baptiste, mais on n'a pas vu de test. Soyez patient. Ok, on a le binaire. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut déployer. J'ai juste fait un script. Voilà. Je vais vous le présenter assez rapidement avec vous. Ben, il déploie depuis une adresse. On peut aller voir. C'est tout simplement l'adresse 0 qui est l'adresse deployer. Voilà. Voilà. Étape 1, déploiement des tokens de test. Donc je déploie de l'USDC, du Vorbadix DAI. Voilà, je l'ai pas fait, mais voilà, vous faites un balance off du power voting, la même chose.
Étape 2, déploiement des tokens de dette. Bon voilà, bon, après. Mais c'est juste pour... aussi, vous notez que je print les adresses à chaque fois parce que une blockchain... Avec une blockchain communities, tout simplement, quand vous allez déployer, l'adresse va vous être donnée entre guillemets au hasard. Donc pareil, il faut toujours garder ces adresses, c'est pour ça que je les print. Au début, j'ai galéré et pour mon déploiement. Parce que voilà, après, on arrive au déploiement et c'est là qu'il faut injecter les bonnes adresses. Par exemple, vous voyez que l'USDC il a été déployé sur l'adresse 80 AA3. Et ben, vous voyez que je configure avec l'adresse 80 AA3. Et pareil, je lui donne l'adresse associée de l'USDC FC9 et c'est justement l'adresse qui est là de dette. Ok, donc maintenant on a entre guillemets les paires, on peut continuer. On déploie le RMM parce que oui, le petit mock-up de RMM, il doit utiliser les mêmes paires. Donc voilà, c'est juste. On déploie, ça y est, tout est ok. On a déployé les tokens, on a déployé le RMM. Bah, l'étape suivante, on déploie le rent to repay. Voilà, on le déploie. Ça c'est dans le constructeur. Donc, les paires, on n'a pas à le faire, c'est dans le constructeur. Par exemple, l'adresse de la DAO. Pareil, j'ai pas voulu mettre tous les paramètres au moment du constructeur. C'est vrai que j'aurais pu le faire. Mais faut avoir un truc. Je sais pas, je pense que plus de 8 paramètres, ça devient. Voilà, pareil, j'ai mis des petits checkers pour vérifier. Avec les décimales, enfin c'était. Ouais, pareil, pourquoi je passais en white? Parce que ça devenait incompréhensible. Voilà, tout simplement parce que c'est incompréhensible avec les décimales. Je préfère. Et ouais, exécuter un test. Ouais, c'est juste un petit script tout simplement qui, au début, qui devait juste checker les balances de dette. Au final, ça fait tout. Ouais, voilà. Bon, ça allait assez rapide. Vous voyez que ça a pris beaucoup plus de 5 secondes. C'est pour ça que je dis qu'en fait, quand vous avez une blockchain en local, vous pouvez. Et pareil, vous notez aussi que j'ai abandonné la petite interface que j'avais fait de front pour la compréhension. C'est vrai que ça a aidé, mais en fait, c'est ultra compliqué. Voilà, je trouve que c'est très complexe à utiliser parce qu'il faut réinitialiser à chaque fois les paramètres de Rabi Wallet ou autre. Que je passe à quelque chose de simple. Alors, l'utilisateur, il est là, le runner, il est là. Pareil, je prends des adresses pour rappeler les fonctions. Parce que pareil, je ne l'ai pas dit, mais l'idée, c'est qu'après, c'est d'associer des adresses et de vérifier. Voilà aussi, quand on est sur une blockchain, on peut mine à l'infini. Qu'est-ce qu'on fait? On mine par exemple des Warped-XDAI et on fait un petit print de qu'est-ce qu'il y a. Voilà, on fait un petit print de l'état avant le remboursement. On voit qu'il y a tout, en gros, c'est tout à 10 000 quoi. Ou à 10, voilà, c'est tout voilà, en gros, c'est tout à 10. On voit que cet utilisateur, en fait, il y a 10 Warped-XDAI, il a une dette de 30. Aussi, je check, parce que j'ai eu souci au début, je m'étais trompé. C'était le runner qui remboursait, donc c'est pas possible. Donc on vérifie que la trésorerie. Ouais. Il y a aussi une adresse pour la DAO, pareil, à voir si je passe sur. Et on voit que l'utilisateur il a configuré pour un remboursement de 10. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise. Donc je fais juste un petit attendu avant de faire le test. Je peux. En fait, c'est plutôt. En fait, c'est quel va être le résultat de la. Donc voilà, j'exécute le rent to repay. On voit qu'il y a un hash, hein, c'est comme sur Newsys ou Ethereum. D'ailleurs, si on va sur la blockchain, vous voyez que là, il y a encore des logs. Bon, ça se passe. Et il y a eu le rent to repay. Voilà, là, c'est sur ma blockchain locale. Il y a eu un rent to repay. On le voit depuis l'adresse 29 0th. Mais vous voyez, ce qui m'intrigue aussi, ce que je voulais partager absolument en vidéo, c'est les frais de gaz. Donc, le gaz utilisé, il est en gros de 200 000 unités. Je dirais que c'est des Whey, sachant que 1000. Non, c'est 30 millions. Donc il y a un rapport, je sais pas, il y a comme un gros rapport, mais il doit faire 150, je pense. Mais ouais, j'ai aucune notion. Donc ça, faut que je regarde aussi sur Blockchain USD si c'est. Parce que je vous rappelle que, pareil, je vous rappelle que plus les gaz sont élevés, moins il y a de runners. Ouais, je vous avoue que je vais finir là, on approche la fin, étape 7. Donc vous voyez que l'utilisateur il était même pas à 100, il était beaucoup plus en fait. Je me demande si je sais pas, un Rapid XDAI de. Bref, je sais plus combien c'est, mais en gros. Il est à 100. On voit que sa balance, elle a diminué. Il y a un 9 là, je sais pas, il faudrait que j'aille rechecker le test. User depth XDAI, on voit que. Ah, c'est ça. Vous voyez que c'est. Franchement, ouais, je me souviens que le testeur, je l'ai fait rapidement, mais vous voyez que c'est vite compliqué dès qu'il faut afficher tout en way. Ok, c'est plus simple, mais à décoder, c'est. Bon, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'utilisateur, il a perdu en montant, ça c'est ok. La dette, elle a aussi diminué. Le runner, on voit que sa balance, elle a augmenté. Il était à 0 en RapidXDAI, je crois justement. Ouais, il était à 0. Ça fait les montants, tout simplement. Voilà, c'est les montants, les tips qu'il a récoltés. Et on voit aussi que la DAO, sur son adresse,
Donc voilà, ça avance et on garde l'objectif. On se retrouve vite. Allez, je suis pas encore runner, mais c'est le dernier run.